Donc bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du petit Exode Call, numéro 12, et aujourd'hui nous allons attaquer la limite suivante. Déterminer donc la limite quand n tend vers l'infini de la somme pour k allant de 0 à n de sinus k sur n fois sinus de k sur n carré. Alors ça doit vous faire penser à un type de somme bien particulier, sauf que on ne peut pas appliquer directement le résultat, il va falloir travailler un davantage pour résoudre tout ça. Alors n'hésitez pas à faire pause pour essayer de le faire par vous-même avant que je ne dise quoi que ce soit de plus. Ok, c'est parti pour la résolution. Donc ce à quoi vous devriez penser, c'est aux sommes de Riemann. Vous devriez penser aux sommes de Riemann. Et en fait, si vous n'aviez pas le sinus qui est ici, vous avez exactement une somme de Riemann. C'est-à-dire, si je m'intéresse, et je vais le faire, si je m'intéresse à cette somme, donc somme pour k allant de 0 à n de sinus k sur n carré, si je regarde ça, là j'ai vraiment une somme de Riemann, vous pouvez mettre un 1 sur n en facteur, ok, et en appliquant les formules de somme de Riemann, vous avez l'intégrale de 0 à 1 de x fois sinus x. dx. Et pour pouvoir appliquer les formules de Riemann, il faut juste s'assurer que la fonction que vous regardez, donc ici x fois sinus x, est une fonction continue par morceau. Voilà, c'est carrément continu sur le segment 0,1. Donc il n'y a aucun problème. Vous pouvez l'appliquer en fermant les yeux, d'autant plus que la somme, vous auriez peut-être un peu peur que la somme, là, il y a plus de termes que ce qu'il ne faut, puisque pour les sommes de Riemann, il faudrait que ce soit pour k allant de 1 à n, ou pour k allant de 0 à n-1, sauf que pour k allant de 0 à n, en 0, ce truc-là vaut 0. Donc il n'y a aucun problème, en fait. Bon. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment affaire à cette somme, on a plutôt affaire à quelque chose avec un sinus qui traîne. Bon. Alors, vous avez peut-être maintenant l'idée, envie de dire, bah oui, j'aimerais bien dire que sinus de k sur n carré, je peux le remplacer, je peux me permettre de le remplacer par k sur n carré. Et me permettre de le remplacer, ça sous-entendrait qu'on utiliserait peut-être une équivalence. Vous n'avez pas tout à fait tort, mais si on veut être rigoureux, il va falloir faire un peu attention à la manipulation. Ok ? Bon. Donc en effet, vous n'avez pas tort que si vous prenez, donc si vous avez... si vous prenez un cas quelconque, vous regardez k sur n carré, k sur n carré, vous savez que ça tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Ok ? Bon. Et évidemment, ça implique que sinus k sur n carré est équivalent quand n tend vers l'infini à k sur n carré. Bon, ça, c'est assez vrai, ok. Mais le problème, c'est que, k, ici, ça doit être une valeur qui doit être comprise entre 0 et n. Vous ne travaillez pas forcément avec tout entier naturel. D'accord ? Parce que, voilà, vous faites vraiment le tour de toutes les valeurs de k compris entre 0 et n. Ça signifie que k, quelque part, en un certain sens, dépend de n. Donc on est peut-être un petit peu embêté de vouloir essayer de jouer avec une équivalence comme ça. Par contre, si on travaille avec une petite fonction et qu'on se dit, ok, peut-être que la plus grande valeur qu'on peut atteindre, c'est pour k égale n. Si on se dit ça, il y a peut-être moyen de dire que tous les termes en fait sont plus petits ou égaux à un certain terme bien particulier, et ce terme particulier, on joue avec des équivalences. Je vais clarifier ce que je viens de dire là. Ce que je viens de dire là, c'est qu'en gros, je vais regarder une fonction. Donc je vais appeler phi, soit phi. Et je vais regarder la fonction qui correspond à ce que je voudrais faire, à l'équivalence que je voudrais faire. Donc c'est-à-dire que je vais regarder qu'il y a x associe x moins sinus x. Car à la suite de l'équivalence, je pourrais écrire que k sur n carré moins sinus de k sur n carré va pouvoir être plus petit ou égal à un certain epsilon fois k sur n carré. Je pourrais tout à fait écrire ça, ok ? Mais j'aimerais être un peu plus, faire un peu plus attention et en fait essayer de dire que le k sur n carré, je pourrais me permettre, sans qu'il y ait aucun problème, me permettre de regarder juste 1 sur n. Et ce qui se passe en 1 sur n, ça me permettrait de conclure. Ok ?
Alors je vais regarder cette fonction phi rapidement et je vais montrer qu'elle est croissante. Sur 0 pi sur 2, ça me suffit totalement parce que pi sur 2, c'est plus grand que 1. Hein, donc voilà, donc on va montrons que phi est croissante sur... et positive. Bon, positif, je pense que ça fait partie des résultats que vous devriez connaître. Donc sur 0 pi sur 2. Ok, alors bon, bah, on dérive, hein, classique. Donc je dérive, ça fait 1. Dérivé de sinus, ça fait cosinus. Donc 1 moins cos x. Et on voit que la fonction, elle est bien positive strictement sur l'intervalle ouvert. 0 pi sur 2. Donc ça implique que la fonction phi est strictement croissante sur l'intervalle fermé. Ok. Donc je rappelle, hein, quand on fait des dérivés, au passage, hein, si je voulais étudier la fonction entièrement sur R, je pourrais aussi en conclure que la fonction phi est strictement croissante. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que si vous avez une dérivée qui est toujours du même signe et qui s'annule potentiellement en certains points, en des points qu'on appelle points isolés, ça veut dire que la fonction elle-même, si la dérivée vérifie ça, la fonction elle-même est strictement croissante, reste strictement croissante. Pensez à l'exemple de la fonction x cube. D'accord, vous voyez la fonction x cube, elle est strictement croissante. Pourtant sa dérivée s'annule en 0. Même si la dérivée est toujours positive, elle s'annule en 0. Bon vous voyez, enfin voilà, ça c'est un exemple qui dit qu'il ne faut pas juste s'annuler, il ne faut pas qu'il y ait un problème. Si ça s'annule juste en des points isolés, c'est comme ça qu'on appelle. Si on a une fonction dérivée qui s'annule qu'en des points isolés, ça ne va pas avoir, et que la fonction ne change pas de signe, hein, bien sûr, ça ne va pas avoir d'influence sur les variations de la fonction. D'accord. Donc là, voilà, c'est ce que je fais quelque part, hein, sans trop aller plus loin, mais c'est ce que je fais. Ok, donc la fonction elle est strictement croissante, comme, on va dire plus ou moins comme prévu, et phi de 0 ça vaut 0, donc vous avez aussi que phi est positif, ça c'est cool aussi, hein. Donc phi de 0 égale 0, phi de x donc est toujours positive. Ok, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je regarde k sur n carré moins sinus de k sur n carré, ça je sais que c'est inférieur ou égal à 1 sur n moins sinus de 1 sur n. Bon, je mets des valeurs absolues même si je ne suis pas obligé d'en mettre, mais bon. C'est juste pour vous faire comprendre que je veux utiliser l'idée d'équivalence que je voulais. Donc là je sais que 1 sur n est équivalent à sinus de 1 sur n. Donc ça veut dire que pour tout epsilon positif, il existe un n0 appartenant aux entiers naturels, tel que pour tout n plus grand que n0, et pour tout k compris entre 0 et n, on a ça. Ça est inférieur ou égal à ça, qui est inférieur ou égal à epsilon fois 1 sur n. Ok, donc c'est ça que ça veut dire être équivalent, hein, ça veut dire ça, hein, d'accord. Pour le manipuler, vous pouvez voir sinus de 1 sur n divisé par 1 sur n, ça tend vers 1. Vous l'écrivez en termes de limite ce que ça veut dire. Puis ensuite, vous multipliez par 1 sur n et vous retrouvez exactement ce que j'ai écrit là. Ok, bon. Je pourrais mettre sinus 1 sur n, mais ça ne m'avancerait pas à grand chose de faire ça. Je vais préférer plutôt de mettre 1 sur n ici. Bon, très bien. Alors maintenant, reste à faire ce que je voulais faire, c'est-à-dire montrer en fait que regarder cette limite revient à la même chose que regarder cette limite. Et donc pour faire ça, on va regarder la différence en valeur absolue. Bon après on s'est rendu compte que les valeurs absolues on n'en a pas besoin, mais je vais l'écrire au début en tout cas. Donc la valeur absolue k allant de 0 à n de sinus k sur n, sinus je vais mettre dans le... Bon, peu importe, à vrai dire, maintenant là j'ai mis des valeurs absolues, donc peu importe, k sur n carré. Donc je vais regarder la différence des deux sommes, et je vais regarder ce qui se passe quand n tend vers l'infini. Donc k sur n carré. Voilà, alors je peux utiliser les inégalités triangulaires pour les valeurs absolues, et en utilisant les inégalités triangulaires, je me rends compte que ça c'est inférieur ou égal à somme pour k. Alors encore une fois, je le redis, j'aurais très bien pu ne pas mettre de valeur absolue, je pourrais même dire que c'est égal, mais je ne vais pas le faire, donc
Voilà, je fais juste les valeurs absolues, c'est juste pour qu'on soit, enfin, qu'on voit assez clairement ce que je cherche à faire. Okay, donc je fais sinus de k sur n, là j'enlève les valeurs absolues totalement, parce que sinus de k sur n, je sais que c'est positif, puisque le x, sinus de x est toujours positif entre 0 et pi sur 2. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Donc sinus de k sur n, puis là je vais m'en trouver avec k sur n carré. Donc là je le mets dans le bon sens pour que ce soit positif. Sinus de k sur n carré. Ok, et puis je sais que si n est plus grand que n0, eh bien nous avons que tout ça, ce que je viens de mettre entre parenthèses, est plus petit que epsilon fois 1 sur n. Alors je fais ça, hein, donc ça c'est inférieur ou égal. Donc, hop, inférieur ou égal à la somme pour k allant de 0 à n de sinus k sur n fois epsilon 1 sur n. Oups. Bon, et puis je vais majorer grossièrement. Alors majorer grossièrement, ça veut dire quoi? Je vais majorer en remplaçant sinus de k sur n par 1. Parce qu'on est d'accord que le sinus, il est toujours plus petit ou égal à 1. En valeur absolue ou sans valeur absolue. Bon, ici en valeur absolue, mais peu importe, puisqu'encore une fois, ça c'est positif. Donc le sinus est plus petit que 1, donc je peux me permettre de dire, ça c'est inférieur ou égal à epsilon fois la somme pour k allant de 0 à n de 1 sur n. Attention, la somme est sur k, hein, pas sur n. Donc là, vous vous retrouvez avec quoi? Vous vous retrouvez avec n plus 1 sur n. Donc epsilon n plus 1 sur n. Et ça, c'est inférieur à epsilon. Non, c'est pas epsilon. C'est pas inférieur à epsilon, mais c'est inférieur à 2 epsilon. Bon, c'est pas grave. Je pensais pouvoir dire quelque chose de bien joli, mais c'est pas grave. C'est inférieur ou égal à 2 epsilon. Bien joli au sens où pas mal de gens auraient été contents à la fin d'obtenir vraiment epsilon. Bon, là, j'obtiens 2 epsilon, mais c'est pas grave. Bon, voilà. Voilà, j'ai donc réussi à montrer que la différence entre les deux sommes, pour n plus grand que n0, donc pour tout epsilon, il existe un n0, tel que pour tout n plus grand que n0, la différence de ces deux sommes est plus petite que 2 epsilon. Bon, à la rigueur, on modifie epsilon de façon à ce qu'on obtienne vraiment... on change epsilon par epsilon sur 2 pour qu'on trouve vraiment inférieur ou égal à epsilon, et on conclut. Ok, donc là, on vient de montrer que pour tout epsilon positif, il existe n0 appartenant aux entiers naturels, tel que pour tout n plus grand à n0, eh bien, la différence des deux sommes en valeur absolue est inférieure ou égale à epsilon, ou si vous préférez mettre 2 epsilon, vous mettez 2 epsilon, mais de toute façon, il s'agit juste d'un petit changement de variable, donc il n'y a pas de... Juste à faire un divisé par 2, il n'y a pas de mort d'homme. Et donc on conclut que la limite qu'on cherchait, c'est exactement la même que la limite qu'on a calculée tout à l'heure. Donc c'est l'intégrale de 0 à 1 de x fois sinus de x dx. Reste à calculer alors l'intégrale si vous voulez le faire. Pour le faire, il s'agit juste de faire des IPP. Et puis vous n'allez pas pouvoir faire le calcul jusqu'au bout, mais le résultat que vous allez obtenir en faisant le calcul jusqu'au bout, c'est sinus de 1 moins cosinus de 1. Juste en faisant une IPP, en disant d'abord vous faites une primitive de sinus et vous dérivez x, puis une fois que vous avez fait ça, vous allez vous retrouver avec l'intégrale de cosinus qui va vous donner le sinus de 1. Donc voilà. Voilà pour cet exo de colle, j'espère que ça vous a plu, donc ce petit exo de colle. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des commentaires à faire, etc., n'hésitez pas à les faire sous la vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous a plu, etc., comme d'habitude. Et puis sur ce, on se retrouve très vite pour le prochain numéro de l'exo de colle. Juste une petite remarque, je pense qu'on pouvait faire un raisonnement, parce que j'y pense là, mais je pense qu'on pouvait peut-être faire un raisonnement en jouant sur les équivalents de sinus de k sur n carré pour le remplacer en k sur n carré. Mais ça me paraît quand même un peu... il y a des passages qui pourront ne pas donner confiance, parce qu'il y a des moments où on va peut-être avoir besoin de changer le epsilon, d'avoir un epsilon qui dépend de k, et bon voilà. Donc c'est pour ça que j'ai préféré faire ce raisonnement en passant par 1 sur n, pour avoir un raisonnement assez clair, et sans qu'il y ait un endroit où on ait un doute sur comment la résolution se fait. Voilà, c'est tout. Bon, très bien, sur ce, bonne fin de semaine, et à très vite. Bye.